Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à Châteauroux, dans le centre de la France, pour évoquer le monde aérien. En ce moment, Châteauroux est l'un des visages de la mondialisation, celui du transport aérien à l'arrêt, avec le stockage d'avions de ligne mis hors service par la pandémie. Son directeur, Didier Lefresne, nous raconte l'histoire particulière de cet aéroport et de ses bâtiments qui servirent à l'assemblage des chasseurs blocs MB-152, le monoplace le plus répandu dans l'armée de l'air en 1940. Alors, le transport aérien, c'est quoi concrètement? En 1990, c'était 1 milliard de passagers. En l'an 2000, nous étions à 1,8 milliard de passagers par an. Il faut compter à peu près un doublement tous les 15 ans. En 2019, juste avant la pandémie, nous étions à 4 milliards et demi de passagers, avec un peu plus de 1000 compagnies aériennes dans le monde, soit 40 millions de vols et 3500 aéroports commerciaux. L'année 2020, le résumé de l'année 2020, on pourrait le faire ainsi. Alors, d'abord, il faut savoir que 85% des chiffres d'affaires se font par le transport passager. Eh bien, 510 milliards de dollars de chiffre d'affaires se sont évaporés en 2020. 119 milliards de dollars de pertes cumulées et 173 milliards de dollars ont été injectés dans les compagnies, 82 milliards sous forme de prêts, 68 sous forme de subventions et 23 à l'heure actuelle, 23 en recapitalisation. Alors, est-ce qu'un jour nous retrouverons un trafic aérien normal? Eh bien, vous avez l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, est en train de travailler et de tester à l'heure actuelle un passeport numérique. Mais tout de suite, retrouvons sans plus tarder Didier Lefresne, le directeur de l'aéroport de Châteauroux. Chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui à Châteauroux, dans ma région. Je n'arrête pas de parler de ma région. Et oui, il se passe des choses. Il n'y a pas que le Panda à Beauval ni Chambord. Il y a aussi Châteauroux. Châteauroux, Didier Lefresne, le directeur de l'aéroport, nous reçoit pour nous parler de l'aviation, pour nous parler de deux sujets. Pour nous parler de l'aviation, et là, en ce moment, nous avons l'envers du décor du transport aérien mondial. Et on parlera aussi des infrastructures et de tous ces beaux projets qui pourraient développer ici. Merci de nous recevoir, Didier. Je vous en prie. Merci, merci. Donc ici, vous parquez des avions. En ce moment, vous êtes un grand parking. Tout à fait. On a aujourd'hui 42 gros porteurs sur le terrain. Ça fluctue depuis décembre entre 40 et 45 machines. Toute taille. De toute taille. Là, on a un PA28, on a des Airbus A319 et ça va jusqu'à l'Airbus A340 stocké un petit peu plus loin sur le taxi. Il n'y a pas de 380 là? On a eu des A380, on a eu la chance d'accueillir 11 Airbus A380 de British Airways sur les 12 que comporte leur flotte, de début avril 2020 jusqu'à la mi-décembre. Ils ont été remis en... Non, malheureusement avec le contexte actuel, ils ne sont toujours pas en condition. Alors là, vous avez un AWACS qui fait son entraînement. C'est ça, des tours de piste. Voilà. On va avoir des petits rendez-vous comme ça. Il y a un super goupille aussi qui se promène dans les airs. Un beluga. Un beluga, pardon. Un beluga. Voilà, super goupille, c'était son ancêtre. C'était avant. Voilà. Donc, ils sont repartis dans le circuit Pas du tout, pas encore. Ils sont stockés en Espagne, une partie à Madrid, une autre partie à Teruel. Il était prévu que ces avions soient chez nous pour 6 mois maximum, ce qui nous emmenait jusqu'à début octobre à peu près. Et au-delà de 6 mois de stockage, il y a la nécessité de faire ce qu'on appelle du deep storage. Donc ça nécessite de démonter certaines parties de l'avion. Et ce n'était pas envisageable ici sur le taxiway qu'on avait dédié à British Airways pour stocker leurs machines. Ils ont donc fait le choix de les emmener à Madrid parce que British Airways fait partie d'un groupe qui s'appelle IAG qui a une base de maintenance à Madrid. Et il était beaucoup plus simple et moins coûteux pour eux d'avoir ces machines sur place plutôt que de faire la navette ici à Châteauroux. Et là, vous faites, on va faire attention au vent, là vous faites également énormément de maintenance. Les avions, il y a des maintenances journalières, hebdomadaires, mensuelles. En fait, c'est beaucoup de travail en fait. On est structure d'accueil. Nous, notre travail, ça va être de se creuser la tête pour savoir comment positionner ces avions. On joue régulièrement au Tetris parce qu'on doit répondre à la demande de notre client principal. Je ne vais pas dire principal,
mais un de nos gros clients qui est le constructeur européen d'avions, qui stocke chez nous une grosse partie des avions qui sont ici. Et ensuite, on a affaire à des sociétés de maintenance qu'on appelle des MRO, qui elles sont basées sur le site, qui ont sous leur responsabilité aussi à peu près, on va dire, un tiers du restant de la flotte ici basée. Et donc ça nécessite de leur part effectivement des interventions quotidiennes pour pouvoir faire tourner les moteurs, ouvrir ces avions, mettre en route tous les systèmes pour que ces avions soient prêts à repartir sous un délai d'une semaine grand maximum. D'accord. Alors, on n'en sait rien, mais vous le sentez comment le retour à la normale? Je pense qu'il va être assez brutal. D'accord. Voilà, je sais que d'autres personnes ont un point de vue différent et n'imaginent pas voir un retour à la normale avant 2024, voire 2025. Oui, pour en avoir régulièrement parlé avec certains de nos clients, ils ont le même point de vue que moi, on le partage, c'est que on le sent bien, les gens n'attendent qu'une chose, c'est d'être libérés, de pouvoir repartir très très vite. Ils ont envie de voyager, ils ont envie de se déplacer. Donc je pense que ça va repartir très vite et qu'on va atteindre assez rapidement les seuils qu'on a connus avant cette crise. Là, vous avez le transporteur de pièces Airbus, le Beluga. Il vient s'entraîner aussi, il fait des touch and go en fait. On est régulièrement choisi, des terrains d'entraînement d'Airbus aussi, comme d'autres aéroports en France, mais on a la chance d'être relativement proche de Toulouse. Racontez-nous en quelques mots l'histoire de cet aéroport. Elle est très particulière, cette histoire. Elle est assez particulière, effectivement. L'histoire commence en 1909 avec un monsieur qui s'appelait... je vais le chanter, j'ai oublié son nom, tout à l'heure. Mais ça va me revenir, qui avait acheté l'un des avions de Louis Blériot, et monsieur Balzan, c'est ça, qui avait acheté l'un des avions de Louis Blériot et qui, pas très loin d'ici, à 1 km à peu près de l'aéroport, a fait son premier vol. Le deuxième, c'est un peu moins bien terminé. Mais bref, en tout cas, le premier plus lourd que l'air a volé dans l'Indre, ici en octobre 1909. Pardon. Ensuite, c'est Marcel Bloch, qui s'appellera par la suite Marcel Dassault. Né Marcel Bloch. Né Marcel Bloch, tout à fait. Exactement. Qui s'est implanté ici en 1936. Il a acheté une centaine d'hectares, à peu près par là, face au restaurant L'Escale, que beaucoup connaissent, pour y construire 2 usines d'assemblage qui sont encore là, ainsi que toute la cour d'honneur qu'on trouve face au restaurant L'Escale. Beaucoup imaginent que c'est une architecture américaine, que ce sont les Américains qui ont construit cette cour d'honneur. Pas du tout. C'est un ami de Marcel Dassault qui s'appelait Georges Hennequin, qui était architecte, qui a conçu toute cette cour d'honneur. Marcel Dassault est resté ici jusqu'à l'après-guerre, je pense. Je sais que sa société a été nationalisée. Ensuite, les Américains sont arrivés ici en 1951. Le général qui était chargé de trouver en France où implanter la plus importante base logistique de l'OTAN avait appris à piloter pendant la Première Guerre mondiale à une trentaine de kilomètres au nord-est d'ici, entre Issoudun et Vatan. Il y avait 12 camps d'aviation américains qui étaient destinés à l'école de pilotage, chaque camp étant spécialisé dans une étape du pilotage, le décollage, l'atterrissage, la voltige, etc. Ils sont très structurés, les Américains. Ils sont très structurés. Alors, celui qui apprenait la voltige était celui où il y avait le plus fort taux de mortalité. On se demande pourquoi. Mais bref, ce général américain ayant appris à piloter ici se rappelait qu'on a très peu de relief. On a des conditions météo qui sont relativement clémentes. On en a encore la preuve aujourd'hui, mais on est sur un territoire où on a très peu de jours de brouillard. Donc ça a vraiment convaincu les Américains de s'implanter ici. Il y avait déjà quelques infrastructures et il y avait les ouvriers de Marcel Dassault. Et donc ils sont arrivés en 1951 pour y construire le bâtiment à côté duquel on se trouve aujourd'hui, le bâtiment qu'on aperçoit derrière qui est aujourd'hui un atelier de peinture, la tour de contrôle, et puis plein d'autres bâtiments ici, la voie ferrée dont on parlera tout à l'heure, et la piste, évidemment. On dit que Châteauroux c'est la plus grande piste d'Europe. Mais en tout cas, à l'époque, ça l'était. À l'époque, ça l'était. 2500 mètres. 2500 mètres, tout à fait. Qui a été vous avez construite agrandi par la suite. En 1995, elle a été portée à 3500 mètres. Bref, ces Américains ont construit ici la plus grosse base logistique de l'OTAN et ils sont restés jusqu'en 1967. Le général de Gaulle, en 1966, ayant décidé que c'était terminé, ils ont eu 1 an pour faire leur valise, en nous laissant un outil formidable qu'on s'applique à développer.
Non, c'est assez impressionnant comme histoire. Les avions de la Deuxième Guerre mondiale, les avions d'assaut, les MB 151 et 152, en tout cas une bonne partie ont été assemblés ici. Tout à fait, sur ce qui n'était qu'un champ d'aviation à l'époque. Ouais. Sur cette centaine d'hectares, il y avait une piste en herbe, on décollait, on se posait un peu dans le sens du vent. Ouais, et voilà, c'est magique, c'est une belle histoire. Ouais. C'est un aéroport qui a une histoire. Oui. Et puis ensuite, par la suite, c'est 1974, reprise par la CCI, après création d'un syndicat mixte. Et en 2007, c'est le Conseil régional Centre-Val de Loire qui s'est porté acquéreur de cette infrastructure. Et maintenant, vous êtes le directeur de tout ça. J'en suis le directeur. Il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre, tout à fait. C'est un outil. C'est un bel outil quand même. C'est un bel outil. C'est un bel outil. Méconnu, on s'applique à le faire connaître depuis un peu plus d'1 an. On parle régulièrement de nous parce qu'on est visible. Mais on est visible par l'intermédiaire de tous ces avions au parking, mais on ne sait pas faire que ça. C'est ce qui amène la presse souvent ici, mais on a plein d'autres secteurs d'activité. Ça, c'est un parmi 5 secteurs d'activité. Et alors, la particularité du transport aérien, quand on regarde un petit peu comment ça fonctionne, énormément d'avions, voire la plupart des avions, sont possédés par des loueurs. Tout à fait. Dont celui dont vous parliez tout à l'heure, justement, avec British Airways. Avec IAG. Voilà, exactement. Donc c'est un des plus gros, c'est un Américain. Et j'ai appris il n'y a pas très longtemps, je ne le savais pas, qu'en réalité, les avions sont possédés par des loueurs et que les moteurs sont possédés parfois par d'autres loueurs. Et que lorsqu'ils découpent des avions parce qu'ils ont décidé de ne plus les faire voler, ils récupèrent les moteurs pour les envoyer sur d'autres avions pour les maintenances, pour récupérer des pièces ou pour remplacer des moteurs défectueux. Alors je ne savais pas que les moteurs appartenaient également à des loueurs. Je sais que par contre, quand un avion est démantelé, et on a ici une entreprise qui est spécialisée dans un premier temps la déconstruction, avant d'aller jusqu'au démantèlement, la déconstruction, c'est Valère Industrie, pour ne pas la citer. Valère, dans le cadre de la déconstruction des aéronefs, remet sur le marché rapidement des moteurs. C'est ce qui coûte le plus cher, ou ce qui vaut le plus cher, ça dépend de quel côté on se positionne. Oui, le reste c'est de l'aluminium. Ça part très vite, le reste c'est de l'aluminium. Tout à fait, Et il paraît qu'un avion se recycle à 90%. Tout à fait, ça a énormément évolué tout ça. Oui, c'est ça qui est impressionnant. Et je crois que c'est le PDG de Valère disait que l'une, bizarrement, des rares choses qu'on ne peut pas recycler, c'est les matériaux composites. Oui, c'est vrai. Ça pose un vrai problème. Il y a de plus en plus de matériaux composites dans l'aviation. Boeing et le 787, ça en est la preuve. Mais ça, effectivement, c'est une vraie question. On a la chance de posséder chez nous aussi une plateforme de démantèlement qui se trouve de l'autre côté du terrain, exploitée par Veolia, qui travaille en partenariat également avec Valère. Très bien. On va bouger, on va voir côté projet infrastructure. On bouge. Allez, c'est parfait. Pour cette seconde partie de l'interview, nous sommes descendus sur la piste parmi les avions afin d'évoquer le futur. Alors tout d'abord, quel futur pour l'aviation civile ? Selon Airbus et Boeing, les prévisions du parc d'avions seraient aux alentours de 48 000 avions. Ils attendent plus de 8 milliards de passagers par an en 2038, soit une demande pour 48 000 avions, c'est-à-dire 2 fois le parc actuel. En 2018, nous étions à 21 450 avions en service, 10 850 seront remplacés, 10 600 seraient conservés et 27 000 nouveaux appareils. Entre 2000 et 2020, pour vous faire un mapping de la situation, entre 2000 et 2020, le trafic passager en Amérique du Nord est passé de 40 à 24%, l'Europe est restée stable à 26% et l'Asie est passée de 22 à 26%. En parallèle de cela, qu'en est-il de la pollution ? Le chiffre qu'il faut retenir, l'aérien ne représente que 2% des émissions de CO2 selon l'IATA, donc 2% à l'échelle mondiale, et les émissions augmentent 2 à 3 fois moins que le trafic grâce aux dernières générations d'avions, c'est-à-dire les Boeing 787 et l'A350, qui consomment moins de 3 litres pour 100 km par passager. Et d'ailleurs, Boeing promet des avions pouvant voler avec un carburant sans pétrole d'ici 2030. Alors, qu'en est-il du fret maintenant ? Le fret aérien a retrouvé son niveau en janvier 2021, il a retrouvé son niveau d'avant-crise. En volume, c'est-à-dire en tonnes, il ne représente que 0,5% du volume mondial, ce qui est très peu, mais en valeur, c'est-à-dire en euros, il représente plus de 35% du commerce mondial. C'est-à-dire que l'avion transporte les produits à forte valeur ajoutée.
Et le fret aérien, pour vous donner un ordre de grandeur, est 5 fois plus cher que le transport maritime. Alors, Châteauroux essaie de bénéficier de la nouvelle situation mondiale. Châteauroux construit à l'heure actuelle l'un des ateliers les plus grands du monde, 8500 mètres carrés, que l'entreprise de maintenance et de transformation d'avions Valair, qu'on a évoqué dans cette deuxième partie, loue à l'heure actuelle pour, entre autres, transformer des monocouloirs passagers en avions cargo, car avant Covid, 50% du fret aérien mondial était transporté par les lignes passagers, c'est-à-dire essentiellement des petits colis, dont nous payons le fret en fait parce qu'il passe en soute. Et avec moins de vols, il y a forcément une hausse de la demande d'avions cargo. N'oubliez pas une chose, c'est essentiel, les infrastructures. Il faut des infrastructures pour développer une économie d'un pays, pour accompagner la consommation de tout un chacun. Les infrastructures sont la clé de voûte stratégique pour l'économie d'un pays. Nous voyons tout autour du monde, d'ailleurs, le déploiement d'infrastructures imposantes par la Chine dans le cadre de ces nouvelles routes de la soie. Rappelez-vous, qui possède les infrastructures possède le business. Alors, pourquoi ne pas repenser l'aéroport de Châteauroux comme une infrastructure centrale dans notre pays, au même titre que Rotterdam pour le fret maritime et Duisbourg pour le fret ferroviaire? Après les Américains en 1945, va-t-on voir venir les Chinois? Donc là, en fait, vous avez plein de projets, ce qu'on a longuement discuté tous les deux et c'est absolument passionnant. Ce que l'on est en train de voir ici, c'est qu'on pourrait faire un énorme hub européen, pour le coup, un petit peu comme le parallèle pourrait être Duisbourg en Allemagne avec l'arrivée des roues de la soie ferroviaires qui sont connectées avec Rotterdam d'ailleurs, qui est le 10e port au monde et le premier port en Europe. Et là, en fait, on a tout ce qu'il faut. On a les pistes, on a un nœud ferroviaire à côté qui est à Nevers, qui est un énorme nœud ferroviaire. Vous avez une ligne ferroviaire qui vient jusqu'ici. On a l'autoroute qui est là. Et en plus, on a bien vu qu'avec Valair, là, on a le nouveau bâtiment qui est en construction. D'ailleurs, il peut accueillir un A380 en entier à l'intérieur. En entier à l'intérieur. Voilà. Donc, en fait, il faut créer des nouveaux besoins. Et on pourrait, si on se projette, aller sur les 50 prochaines années, vous ne pouvez pas vous permettre de dire ça, mais moi je me permets de le dire, ce que nos politiques ne savent plus faire, hein, on n'est plus sous De Gaulle, sous les années 60, 68, où en fait on se projetait à 50 ans pour envisager le pays à 50 ans. Là on a tout ce qu'il faut pour faire un énorme hub européen et en fait ça manque d'impulsion, ça manque d'énergie. Effectivement, il faut pouvoir se projeter à 50 ans. On a la chance ici de pouvoir en faire une plateforme multimodale. Comme vous le disiez, on a une voie ferrée qui rentre. On a la WAX qui passe. C'est bientôt fini. Nous sommes une des seules plateformes en France à avoir une voie ferrée qui pénètre dans l'enceinte d'à peu près 500 mètres, qui se divise en 3 voies, avec un quai de chargement ou déchargement latéral, un quai en bout également. Voie ferrée qui a été entièrement refaite, financée par le Conseil régional Centre-Val de Loire à hauteur d'1,6 million il y a à peu près 2 ans, et qui est raccordée à 3 km d'ici à la ligne Paris-Toulouse. Donc elle est refaite du quai en bout jusqu'au raccordement sur la ligne Paris-Toulouse. On a la chance d'avoir juste à côté de chez nous l'autoroute A20, pas très loin l'autoroute A85, l'autoroute A71. Oui, ça va vers Tours, ça. Il n'y a pas que par Paris, il y a aussi vers l'ouest. Ça va effectivement vers l'ouest. On a beaucoup d'atouts, on a aussi 40 hectares de foncier ici qui sont disponibles dans le prolongement des bâtiments dont vous parliez. On a lancé les fouilles archéologiques, en tout cas les diagnostics, pour savoir s'il y avait des fouilles à mener, et de manière à ce que si un industriel est intéressé pour venir s'installer à Châteauroux, et j'espère qu'un industriel sera intéressé pour venir s'installer à Châteauroux, ça sera purgé de fouilles et disponible immédiatement. Le bâtiment qu'il y a là, qui est en train de construction derrière, c'est un des plus grands du monde d'ailleurs, un des plus gros ateliers du monde. Oui, il y en a 23 dans le monde, il y en a 3 en France, il y en a un à Toulouse qui est la FAL Jean-Luc Lagardère, le hall de construction, le hall d'assemblage de la 380, un sur ADP
Oui. Air France Industrie, pour la maintenance des ex-A380 d'Air France, et un chez nous. Effectivement, c'est un hangar qui fait à peu près 100 mètres de long, enfin 100 mètres de large, un peu plus de 80 mètres de profondeur. Et qui Presque un hectare. Presque un hectare, ouais, qui est capable donc d'accueillir, il fait 8400 et quelques mètres carrés, et capable d'accueillir jusqu'à la 380. Oui. Donc des projets comme ça, pourrait y en avoir plusieurs en fait. On a le foncier disponible pour Voilà. ça. En plus, on n'a pas la contrainte que rencontrent beaucoup d'aéroports aujourd'hui. Nous sommes propriétaires de ce foncier, c'est-à-dire qu'on a la capacité aujourd'hui de construire des choses dessus. Aujourd'hui, un aéroport qui voudrait s'agrandir est bloqué avec la fameuse convention citoyenne qui a décidé que... alors je ne sais pas si c'est politiquement correct d'en parler, mais malgré tout, c'est... La communauté, c'est que ce ne sont que des chefs d'entreprise. Bon, donc, voilà, qui comprendront certainement mon point de vue. Oui. Mais voilà, on est un pays, nous sommes un pays avec beaucoup d'atouts, Oui. plein de pépites, mais qui méritent finalement qu'on travaille ensemble pour pouvoir imaginer ce que peut être ce pays et ce que peuvent être toutes ces infrastructures à 50 ans. Oui. Oui, parce qu'en fait, là, donc pour l'instant c'est du parking, mais en fait on pourrait faire beaucoup de fret. Les passagers pourraient se faire à Paris, on pourrait faire du fret ici, on pourrait même faire une ligne TGV qui fasse Paris-Châteauroux très facilement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. En réalité, vous avez bien vu la nouvelle ligne Bordeaux-Toulouse qui va coûter 7,5 milliards d'euros. Celle-ci qui irait à la limite de Paris à Toulouse coûterait peut-être une vingtaine de milliards, mais c'est jamais que quelques semaines ou quelques mois de confinement en réalité. Sauf qu'on les a pour 50 ans, ces nouvelles infrastructures. Et là, ça changerait tout. Et le fret aérien, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le fret aérien, c'est 0,5% du volume. Même en fret, sur le train, c'est très peu de volume. Mais en valeur, c'est-à-dire en euros, c'est 35% de la valeur de tout le fret au monde. Donc le fret aérien est hyper rentable. Complètement, complètement. Et comme vous le disiez, on parle du hangar, on parle des avions au parking. L'aéroport de Châteauroux, l'aéroport Châteauroux Centre, c'est le nom de la structure juridique, l'établissement public industriel et commercial créé par la région en 2007, a 5 secteurs d'activité. Il y a celui qu'on voit aujourd'hui avec tous les médias qui sont venus nous rendre visite, avec tous ces avions au parking. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est l'aspect extra-aéronautique, si je peux dire, la mise à disposition de nos parkings. C'est lié à un autre secteur d'activité qui est la maintenance. On prend clairement une orientation industrielle avec le hangar qui sort de terre, avec les entreprises de maintenance qui sont basées sur le site et qui font que beaucoup d'avions sont venus au parking chez nous, puisqu'il y avait des entreprises de maintenance pour les entretenir. Bien sûr. Notre cœur de métier, c'est le fret, vous en avez parlé tout à l'heure, en sachant que 90% du fret à l'échelle nationale se fait sur ADP. Oui. Il y a des choses à faire, il y a des réflexions à mener. Oui. Peut-être un travail à faire avec ADP, avec la DGAC aussi, pour l'obtention des droits de trafic. Comme c'est compliqué pour eux de s'agrandir pour le trafic passager, il y a peut-être une balance à repositionner. Il y a une balance à repositionner, oui. Tout à fait. En tout cas, c'est l'un de nos secteurs d'activité principaux, c'est notre cœur de métier. Avec l'entraînement, on en a la preuve aujourd'hui encore. Avec la WAX et le Beluga. La WAX, le Beluga, on est régulièrement sollicité. Bon, évidemment, en période Covid, c'est un peu plus compliqué parce que les compagnies civiles ne volent pas ou volent très peu, mais on est sollicité par les grosses compagnies comme Air France, British Airways, KLM, EasyJet, Lufthansa, Suisse, mais également les aéroclubs. On a un petit avion, un bimoteur léger qui vient de passer. On avait 2 avions d'aéroclub tout à l'heure. Voilà, on accueille tous les types d'aviation ici sur notre terrain pour l'entraînement. Et notre 5e secteur d'activité, c'est le passager. L'un de nos députés a déjà imaginé travailler pour pouvoir faire venir des passagers ici et désenclaver les aéroports parisiens. Oui. Il y a une vraie réflexion à mener sur ce sujet-là. Il y a des mentalités à faire évoluer aussi pour pouvoir aller dans cette direction-là. Le passager chez nous, c'est pas notre cœur de métier. On n'a pas une zone de chalandise aujourd'hui qui nous permet d'affréter des Airbus A320 ou des Boeing 737 de façon régulière, comme le font nos voisins Tours, Limoges et Poitiers. Par contre, on a une zone de chalandise, et on l'a déjà prouvé par le passé, qui nous permet d'affréter des avions de 30 à 50 places vers des destinations comme la Corse, comme Nice, comme Londres, etc. Donc il faut travailler déjà à ce qu'on est capable de faire dans un avenir proche et qu'est-ce qu'on pourra faire dans un avenir un peu plus lointain. Donc ça, c'est une piste de réflexion que vous avez à l'heure actuelle. Tout à fait. Sur le passager. Le passager, même si ce n'est pas notre cœur de métier, il y a une demande locale, il y a une demande régionale, il y a une demande politique également. Comment se fait-il qu'avec un aéroport aussi gros, parce que même si on passe pour un petit aéroport de province, et parfois c'est ce que j'ai pu entendre ou lire dans la presse, on a quand même 357 hectares clôturés, plus du foncier à l'extérieur, on est à peu près sur 400 hectares de foncier.
Si on est capable d'accueillir tous ces gros Il y a avions quelques parking, maires qui rêveraient d'avoir 400 hectares et un aéroport. Tout à fait, exactement. Donc on peut pas dire qu'on est un petit aéroport, Bien mais sûr. souvent on voit la taille d'un aéroport par le passager. Oui. Et un aéroport qui ne fait pas de passagers, c'est un petit aéroport. Oui. Bref, Alors qu'on parlait C'est une de question fret de tout point à de l'heure, vue. notamment en Belgique ou autres, complètement. où ce sont des très gros aéroports Ce qui sont fonctionnent 24/24. Tout à fait. La Belgique, l'Allemagne ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Ils sont en open sky avec beaucoup plus de facilité pour Oui. pouvoir venir se poser sur ces Alors aéroports. expliquez-nous, nous on a une réglementation Il faut qui des est un droits peu de plus lourde. trafic, il faut des autorisations de survol, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Là-bas, vous vous posez, en gros, vous appelez en disant voilà, j'arrive à 21h. On vous dit ah non, pas 21h, vous arrivez à 22h30 parce que cette place-là est prise et vous arrivez à 22h30. Voilà. Chez nous, c'est quand même beaucoup plus complexe. Le beluga. Pause pour le beluga. Belle machine. Voilà, ils transportent des pièces jusqu'à Toulouse, des pièces donc des ailes d'avion, des Des morceaux de fuselages, fuselage aussi, ouais. des Voilà. morceaux de fuselage, d'où sa forme un peu de particulière. toutes les usines en Europe. Tout à fait, c'est Voilà. ça, vers Toulouse. Voilà. Et on l'a régulièrement en entraînement ici C'est ce pour qu'ils font. former de nouveaux équipages. Voilà. Là, ils font du touch and go aujourd'hui, là, C'est ça, en fait. tout à fait. Donc, en fait, ici, on est au centre de la France. On a tout pour faire un énorme hub Tout à fait. et rien ne se passe pour l'instant. Restons optimistes. Restons Oui. optimistes. Je pense qu'il faut. Ça ne fait qu'un an que vous êtes là. Oui, Voilà, même, donc, même si ça fait 17 ans que je travaille ici, Ouais. je connais les atouts de cette plateforme. Ça fait effectivement un petit peu plus d'un an que je suis aux commandes maintenant. Après, tout ça se travaille avec le conseil d'administration également, avec l'entité de tutelle de cet aéroport qui est le conseil régional Centre-Val de Loire. Mais ça passe par de la communication, ça passe par des projets aussi. Oui. Donc des projets, ce sont des réflexions communes à voir avec les acteurs aujourd'hui locaux, régionaux, mais également peut-être vos auditeurs si Ouais. ils ont des idées Exactement. Exactement. D'implantation, d'industrie, etc. Et on le voit avec Valère, en fait. Vous avez construit un très très gros outil de travail. Il est déjà loué. Il est déjà oui, tout à fait. Et ça va générer d'autres demandes. C'est la raison pour laquelle on a entrepris les fouilles, en tout cas les diagnostics archéologiques sur les 40 hectares. Et dont du on temps dispose sur pour gagner du temps. C'est pas au moment où quelqu'un voudra s'installer qu'on va dire attendez monsieur, on n'a pas fait les fouilles et oups, Ouais. on a Ouais. trouvé quelque chose et c'est bloqué pendant plusieurs mois. Ouais. C'est pas sérieux. Donc on s'y colle dès maintenant pour pouvoir proposer ensuite commercialiser ces 40 hectares de foncier. D'accord. Donc il faut réunir tout le monde, donner Ouais. plein d'idées aux chefs d'entreprise pour qu'ils viennent se transporter différemment, transporter leur matière différemment. Parce qu'en fait, on ne le sait pas, mais énormément de fret aérien passe dans les avions passagers. Tout à fait. Mais comme en ce moment, les avions passagers sont au sol, ça pose un vrai problème. Et en plus, avec le e-commerce, il y Exactement. a eu énormément de commandes dans le e-commerce et donc ça pose un petit problème. C'est pour ça que Valère en fait transforme des A320, A321 A321 de Pax en fret. voilà, en Oui, fret. c'est ça. Voilà. C'est une vraie expertise parce que justement c'est des particularités, renforcer la carlingue, faire des très grandes ouvertures. Ça nécessite la modification de l'infrastructure de l'avion Ouais. pour pouvoir y créer une porte cargo à l'avant gauche de l'appareil, Ouais. et appareil qui n'est pas prévu pour ça au départ. Ouais. Mais On a les effectivement, compétences en France pour faire ça. Bien sûr. C'est pas fait à l'étranger, c'est fait là. Aujourd'hui, Valère le fait à l'étranger. Alors après, je ne veux pas parler pour Valère, Ouais, ouais. mais de ce que je sais, Valère en fait une partie en Asie et une partie aux États-Unis, mais souhaite relocaliser sa production ici pour en garder la maîtrise. Et il y a un vrai potentiel. Alors après, ce ne sont pas des avions qui vont être destinés à faire de très très grandes distances. Ce sont des moyens courriers qui font des Oui. vols de 2-3 heures, Europe. mais qui permettront, Europe. tout à fait, qui permettront d'acheminer la marchandise et notamment le e-commerce, qui sera livré par des gros porteurs sur une plateforme nationale, j'espère. Ouais. Si ça pouvait être nous, ce serait vraiment très très bien. Et on travaille pour ensuite être dispatché grâce à ces avions moyens Ouais. courriers. Vous êtes en train de me dire qu'il faut que je fasse suivre la vidéo aux politiques, aux décideurs. À qui souhaitera la Faut que voir j'aille- et faut que qui j'aille les pourra voir, avoir alors. des idées. Faut que j'aille les voir. Il faut mettre tout le monde autour d'une Oui, table. oui, tout à fait. Chacun a des idées, chacun a des envies, chacun a un réseau également. Et Oui. l'idée, c'est de mettre tout ça en commun. Et il y a déjà beaucoup d'infrastructures en fait. C'est ça qui est la particularité d'ici, c'est qu'il y a déjà des infrastructures. Il y a déjà des infrastructures. Il y a le foncier pour en construire d'autres. Exactement. Il y a la voie ferrée, comme Ouais. on le disait tout à l'heure, pour acheminer ou faire partir aussi de la marchandise. L'autoroute encore une fois Ouais. juste à côté. Voilà, on est un
un positionnement stratégique qui nous L'OTAN permettrait... L'OTAN ne s'était pas trompé, effectivement. Ouais. Alors, à l'époque, il n'y avait pas l'autoroute A20, mais il y avait quand même beaucoup de choses. La voie ferrée, c'est l'OTAN qui l'a construite, ce sont les Américains pour alimenter leurs cuves de carburant. Il y a ici 8 cuves de carburant, enfin anciennes cuves de carburant qui ont été dépolluées. XXL. 4 cuves de 800 mètres cubes chacune et 4 cuves de 1600 mètres cubes chacune qui ont été dépolluées, qui sont en excellent état, qu'on utilise en tant que réserve. Essayez d'imaginer 1600 mètres cubes, c'est quand même assez impressionnant. C'est gigantesque. Moi, j'ai pas eu la chance de voir à l'intérieur, mais j'ai un de mes collègues qui a pu voir au moment de la dépollution. C'est une cathédrale et qui est dans un état qui est franchement bluffant au vu de l'âge de ces. Et alors donc là, ça pourrait être aussi. Pourquoi pas, parce qu'on a entendu beaucoup de projets, mais là aussi, il y a des déclarations. On a fait les tests, ne vous inquiétez pas. Tout à fait. Alors, en fait, ça pourrait être une des terminaisons des routes de la soie. Autant Duisbourg et les terminaisons des trains, et je vous invite à aller voir sur Google les images satellites de Duisbourg, où c'est vraiment la plus grosse zone portuaire continentale. C'est assez impressionnant. Là, on pourrait très bien faire les routes de la soie aériennes, les routes de la soie par les airs. On a tout ce qu'il faut. Alors, on a eu des lettres d'intention, mais ça n'a pas suivi. Avec les Chinois, ça peut faire ça, mais le jour où ils appuient sur le buzzer, ça se développe quand même. Exactement. Voilà. Exactement. Et là, en fait, sur le buzzer. Voilà. Et en fait, la particularité de cet endroit, c'est que c'était un endroit XXL designé par les Européens, par les Américains. Ce qui serait étonnant, c'est que ce soit les Chinois qui prennent le relais. Ce serait un paradoxe, mais bon. Ouais, pourquoi pas. Intéressant. Il y a plein de choses à imaginer pour cette plateforme. Vous avez été une très grosse plateforme de masques. Tout à fait. Alors on n'a pas été la plus grosse plateforme de masques. Non, mais une énorme plateforme avec des Antonov. Avec des Antonov 124, avec tout type de machines, y compris des avions de passagers et des cartons sur les sièges des passagers qu'il a fallu décharger avec 25 intérimaires. Ça prend un petit peu de temps, ça nécessite beaucoup de main d'œuvre. Mais ça montre aussi nos capacités d'adaptation. C'est Beluga pour la Xème fois. On le regarde à chaque fois. Ouais, c'est marrant. Je sais pas pourquoi. Comme des gamins. C'est ça, mais on est de grands gamins. Il faut rester de grands gamins, je pense. Ça montre nos capacités d'adaptation aux différents types d'activités. On est en mesure de se réorganiser sous un délai très très court, d'avoir de la main-d'œuvre à disposition très rapidement pour pouvoir répondre à la demande de nos clients. Effectivement, on a vu passer chez nous 143 millions de masques, je crois, et 37 dans les débuts, avions. Oui, sur 3 mois en gros, sur avril, mai, juin. Parce qu'après, ça s'est fluidifié. Après, ça s'est fluidifié, ça s'est calmé. Et surtout ici, après, on dispatche partout en France. Tout à fait. Encore une fois, on est nord-sud-ouest. Une position géographique stratégique au centre de pas mal de choses. Donc on va essayer de réveiller nos politiques pour qu'ils pensent à 50 ans. On croise les doigts. Après, on ira les voir. Peut-être que certains y pensent. Après, de là à concrétiser, c'est sans doute compliqué. Mais je pense qu'il faut peut-être être moteur finalement dans cette histoire. En travaillant avec eux. Didier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu en tout cas. Un plaisir d'échanger. Merci pour la visite. Je vous en prie. C'était très chouette. Là aussi, c'est un plaisir de faire découvrir notre super outil de travail, notre coffre à jouer finalement. Voilà, c'est ça. Donc on reviendra. On viendra voir l'évolution de votre outil de travail et de vos projets. Disposition. Merci. Parfaitement. Merci Didier. De rien. À très bientôt. À très bientôt. Au plaisir.